Salutations, c'est Richard, bienvenue sur Tranche de Vie. Aujourd'hui on est à Plouézoc, dans la baie de Morlaix en Bretagne. On va aller voir Julien, qui est un forgeron. Son atelier s'appelle la Forge du Loup. Et on va aller découvrir un petit peu son métier, sa passion, comment fonctionne son activité. Et je vais aussi mettre la main à la pâte, on va taper sur l'enclume, ça va être sympathique. Je vous propose de me suivre tout de suite. Venez, soyez pas timide, venez, venez. Bon, Julien, c'est chez toi. Bah oui, bienvenue dans la tanière. Tu vas nous montrer un petit peu comment tu tapes sur une enclume et... Ouais, ça marche. Est-ce qu'il y a une tenue particulière pour forger? Toujours le tablier légendaire du forgeron. Tiens, bah essaye, tiens, on va voir si fait honneur au métier en mettant le tablier du forgeron. Il est pas à ma taille. Oh, si, c'est comme les bottes de 7 lieues, ça. Tiens. C'est en quoi? C'est en peau de vache? Ouais, tout à fait. C'est vrai? J'ai ça au pif. Cuir de vache. Cuir de vache, Ouais, ok. tout à fait. On sent que... Tu vois? Pas tout à fait à ma taille, mais... moi, ça me fait une... On est pas mal. C'est une robe, en fait, finalement, pour moi. C'est ça. Mais c'est pas mal une robe en cuir. C'est un certain style, hein. Exactement. D'accord. Ok. Du coup, ouais, ça, c'est quand t'as des étincelles, c'est pour te protéger. Quand vraiment tu forges beaucoup, ou que par exemple si tu fais du damas ou de l'acier sandwich, Ouais. t'as vraiment du verre en fusion qui vole de partout, t'as intérêt à bien Ouais, protéger. t'as un réel danger. Ou quand tu fais de la soudure, des choses comme ça. Et t'as aussi des chaussures de sécu. C'est ça, toujours faire attention. Des gants, casques, faire attention aux normes sécuritaires. Oui. Donc là, tu vois, on a toute la partie atelier. Bon, là, c'est le Bronx en ce moment, hein, tu m'excuses. Il y a beaucoup de boulot. Là, c'est toute la partie, on va dire, gros œuf, soudure et ainsi de suite. Ok. Là, c'est la partie affûtage. Là, on est vraiment sur du... On va pas citer de marque, mais on est sur du top, là. Top matériel. Là, perceuse à colonne. Là, ici, on a la partie polissage avec le tour à polir. Pareil, là, c'est le gros Bronx. Hein, je m'en sers beaucoup en ce moment. Donc ça, c'est pour... Tu poses la lame... Exactement, ça tourne. Donc ça, c'est une machine très dangereuse. Pas dans le sens dangereux comme ça. Là, tu vois, tu peux toucher, c'est du tissu. Par contre, c'est dangereux en coutellerie. Parce que si tu fais pas attention, si tu as un point d'accroche, le couteau peut se prendre dedans et il se retourne. Ouf. T'as intérêt à bien t'accrocher, à bien te tenir. Faut aller tranquille. Ah, donc en fait, ça enlève très peu de matière. Exactement. Ça, le but, on va descendre en grain petit à petit au backstand et après, on finit ici pour aller vraiment chercher le polymiroir. Là, c'est vraiment pour l'effet miroir. D'accord. Ensuite, là, ça va être tout ce qui est partie cintrage à chaud. Là, c'est vraiment la grosse ferronnerie d'art. Donc là, on peut faire des anneaux à chaud. Là, on peut cintrer à chaud ici. Okay. Parce qu'on est très cintré ici. Hein, c'est très, très important. Tu disais que c'était toi-même qui faisais la plupart de tes outils? Ouais. Alors ici, ce qu'il faut savoir, point important, ici, c'est une forge depuis 125 ans. Il y a toujours eu des forgerons ici, donc moi j'ai repris derrière. Donc il y a déjà beaucoup d'outils de base. D'accord. Beaucoup que j'ai ramené aussi. Ok. Mais par exemple, tu as des outils qui sont là depuis très longtemps, qui sont là depuis le départ. Avant, c'était une forge agricole dans l'ancien temps. Ok. Ensuite, on a les parties traitement thermique. On a les bacs d'eau et surtout les bacs d'huile pour les trempes, tout ce qui est traitement thermique et ainsi de suite. D'accord. L'huile, elle sert à quoi exactement? L'huile, ça va être pour la trempe, pour du traitement thermique. L'acier se trempe. Et là, tu vas dire, qu'est-ce que c'est que ce bronze? L'acier, c'est une structure moléculaire particulière. Le but, ça va être de figer la matière à un certain niveau. On chauffe la matière, on monte à 850 degrés Ok. pour passer ce qu'on appelle le point de Curie. C'est le point où l'acier perd son magnétisme. Et là, il y aura un changement de structure moléculaire. Et le but de la trempe, c'est dès qu'on passe ce cap, c'est de figer cet instant-là. C'est ça qui ferait que l'acier sera plus dur et plus tranchant. Et après, il y aura d'autres traitements thermiques qui sont avant pour préparer la trempe. Et il y a des traitements thermiques qui sont faits après, suite à la trempe, parce que la lame est très fragile après la trempe. D'accord, mais l'acier, tu le plonges pas dans l'eau, mais dans l'huile. Dans de l'huile, toujours. Si on trempe dans l'eau, t'es pratiquement sûr que ça casse. Parce que le trempé, qu'est-ce que va apporter l'huile en fait? L'huile comparé à va l'eau? faire en sorte que, on l'a vu, l'ennemi de l'acier, c'est l'eau. Ouais. Là, c'est l'oxygène, pardon. Donc déjà, si on rentre à 850 degrés dans l'eau, ça va s'évaporer. Il n'y a pratiquement même pas d'eau qui va toucher l'acier. Contact oxygène pur. Boum, c'est pas foufou.
L'huile, en plus de ça, on va la chauffer. Ça va être pour augmenter sa viscosité. L'huile ne va pas s'évaporer. Ça va te permettre de faire une diffusion calorique. Le but de l'huile, c'est pas fait pour refroidir la matière très vite. Le but, c'est pour évacuer la chaleur rapidement. D'accord, ok. Un dissipateur thermique. Exactement. Ensuite, on a la partie forge pure, donc le bâti, avec ce qui va nous servir de souffler, mais là, c'est un escargot. On allume, l'air passe ici, ressort par là. D'accord. Ça va attiser les flammes. Ok, ouais, par les tuyères en dessous. Exactement. Ensuite, on aura la partie forcément enclume, outils, marteau et ainsi de suite. Et on peut faire un petit tour des outils que tu as là. Ça, par exemple, c'est des tranches à chaud. Donc, c'est fait pour couper à chaud la matière. Donc, on va prendre ça, on va poser sur la matière, on tape par-dessus, ça coupe. Avec le maillet, avec le marteau? Ouais, exactement. Ça, ce sont des outils qui sont là pour encaisser le marteau. Ça, c'est ce qu'on appelle un dégorgeoir. Donc là, c'est bombé, c'est arrondi ici. Ça va nous permettre de faire des gorges, d'où des gorgeoirs. Par exemple, si on prend l'exemple ultime pour une épée, par exemple, ça va être avec ça qu'on va se servir pour faire la gorge de l'épée tout le long, par exemple. Un creux au milieu, une gorge. Oui, d'accord. Ouais, le sillon. C'est ça, le fameux sillon, qu'on appelle la gorge. Dans beaucoup de légendes, on dit que c'est fait pour que le sang s'écoule plus vite et ainsi de suite. C'est absolument pas le cas, c'est juste pour alléger la matière, que l'épée soit plus légère. D'accord. Très important. Plus maniable. Ouais, tout à fait. Là, on a tout ce qui est dégorgeoir boule, par exemple. Donc là, c'est un marteau, mais c'est un marteau boule. Ça va nous permettre de creuser l'intérieur de la matière en rond, par exemple. Ok. Et là, on a un poinçon. Ça, c'est pour faire ce qu'on appelle des trous renflés. Par exemple, en ferronnerie, on s'en sert beaucoup pour faire des trous, pour passer des rivets, par exemple. Des rivets à chaud qui vont être à l'intérieur. Ouais. Et après, il y a plein de pinces. Ça, c'est pas bien compliqué. C'est juste en fonction de type de pièce qu'on va prendre. Ok. Et ça, les casques, c'est pour. Ça, c'est pour le bruit. C'est pas pour écouter la musique? De temps en temps, on va utiliser le marteau pilon. Oh! Et le marteau pilon, il est là pour... Qu'est-ce que c'est que cette grosse bête? Il est là pour pilonner. Donc là, on est sur un marteau pilon à l'ancienne, plutôt type martinet à l'ancienne. Là, on est sur un système d'arbalète. Donc c'est un cuir qui va venir soulever la masse, l'emporter pour la fouetter. Donc type martinet, c'est vraiment un fouet. Donc là, c'est pour écraser la matière? C'est exactement ça. Tasser, enfin écraser, étirer, déplacer. C'est ce qui nous aide, surtout quand on est forgeron tout seul, à la longue, taper à la main, ça peut être compliqué. Okay. Donc ça nous aide pas mal. Donc par exemple, si j'appuie, on bouche les oreilles. Ah, ça réveille. Ça, oui, ça revient. Ça. C'est avec ça que je négocie. Donc ça nous permet de bien étirer la matière. Putain, d'accord. Ah ouais. Ah, il faut pas mettre le doigt. Il faut pas mettre le doigt, non? Non. J'imagine. À l'époque, dans les grandes époques de la forge, il y avait des apprentis, il y avait des employés, donc tu avais des frappeurs. On était tout le temps pas tout seul. à taper sur une pièce, ça aidait pas mal. Quand tu es tout seul, tu as un pilon, tu t'en sers. Ouais, ça s'appelle la civilisation. Exactement, faut pas être foufou. Est-ce que c'est toi qui es venu à la forge ou est-ce que c'est la forge qui est venue à toi? Ah, une longue histoire. Moi, je suis ancien militaire, puis je voulais changer de voie. J'ai toujours été un peu attiré par la forge, je suis beaucoup posé de questions sur mon avenir. Puis un jour, les questions ne sont plus posées. J'étais en train de regarder une vidéo sur la forge. Je relève la tête, je me dis, est-ce que je vais faire forgeron? Et là, d'un coup, un éclair a frappé dans le ciel. Véridique. Ah, c'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Et je suis parti là-dedans. J'ai appelé, c'est un film, en fait. J'ai appelé les équipes de forge du Puy du Fou. C'était la maison Hainaut. Okay. Pour leur demander s'il y avait moyen d'y aller pour apprendre la forge, l'initiation à la forge, et ainsi de suite. Et ils m'ont dit, pas de souci, viens. Tu es en test quelques jours, tu nous aideras un petit peu à la boutique de la forge, et ainsi de suite. Puis au final, je suis resté bien plus longtemps, un bon petit moment, où j'ai fini salarié là-bas. J'ai appris la forge directement devant le public. D'accord. Les premiers coups de marteau, c'est beaucoup de pression, parce que tu as toute la foule qui te regarde. J'imagine, ouais. Mais tout le monde s'attend à voir un forgeron, et là, tu es là. T'avais pas de formation préalable, t'as direct été pris. J'ai été direct là, et puis j'ai appris directement sur place. Okay. Coutellerie, les traitements thermiques, ainsi de suite, vraiment la forge très très poussée. Et après, je voulais confirmer ça, donc je suis parti dans le Jura, passer mes diplômes en ferronnerie d'art. Donc voilà, donc c'était très fun. Puis après, la vie a fait que j'ai dû bouger à droite à gauche, donc j'ai dû faire un break en forge pendant un bout de temps. Puis après, j'ai eu l'opportunité de reprendre la forge à Pouézoc. Ça fait 6 ou 7 ans maintenant, je sais plus exactement, ça commence à dater. Comment ça s'est fait la reprise? Il y avait une place vacante, t'as été contacté? Truc de fou, c'était une forge qui était là, j'avais postulé à l'époque, j'ai pas eu de réponse et puis de toute façon ils étaient sur la fin. Et un jour, un matin, j'ai un pote qui m'appelle, il me dit écoute, je viens d'apprendre, la forge est en liquidation judiciaire,
Demain, il y a une vente aux enchères. Ça serait bien que tu ailles voir et tout. Le lendemain, j'étais là, direct. J'ai vu le propriétaire des locaux, qui lui était content que je sois intéressé de reprendre direct. Donc il y a eu une vente aux enchères. J'ai réussi à réunir tout ce que je pouvais grâce à ma famille pour le jour J, tu vois, à réunir un peu de fonds, pour acheter tout ce que je pouvais dans la forge. Tout s'est fait très vite. Tous les éléments se sont bien mis en place pour pouvoir reprendre la forge là, qui est devenue donc la Forge du Loup. Et pourquoi la Forge du Loup? Bah, je suis d'origine lorraine, et il y a toujours ce côté loup des Vosges, le loup des Vosges. Et j'ai voulu ramener le loup en Bretagne. D'ailleurs, il est en train de revenir là, petit à petit. Il paraît qu'on a aperçu des loups, ouais. Ouais, faut le laisser tranquille. Je sais pas si c'est vrai. Ah oui, il Ouais, arrive. il y a vraiment des loups? Oh, tout à fait. Si t'entends des hurlements la nuit dans le coin, c'est soit eux, soit moi. J'espère que t'es vacciné contre le tétanos. Dans une forge, Ouais, je crois que je suis à jour, c'est bon. dans une forge, il faut. On va éviter de se blesser au cas où quand même. Alors, donc là, on va monter en température. Donc tu vois, dans une forge à charbon, tu as 3 niveaux de feu. Si tu piques la barre trop au fond, c'est vraiment la zone d'arrivée d'air pure. Là, c'est un peu trop violent. Si tu mets la barre au-dessus, aucun intérêt, c'est la zone de dégazage, ça ne chauffera pas assez bien. Donc une bonne forge, c'est bien bâti, tu vas tout droit. Sur celle-là, en tout cas, tu te mets dessus, t'es bien. Donc là, on va monter tranquillement en température. Donc très important, on travaille feu fermé. Il faut arriver à lire les flammes, arriver à voir un peu les braises à l'intérieur pour voir les couleurs. Qu'on soit bien. Et on va monter tranquille. Ah, ça commence à... Ça rougeoie, ouais, c'est blanc hein, vraiment à l'intérieur. Tout à fait. Là, tu vois, on va commencer à regarder. Tu vois, ça commence légèrement à devenir orange, tranquillement. Donc là, maintenant, je vais monter en température par palier. C'est-à-dire que là, mes flammes sont jaunes. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, je fais monter. Je coupe, ça permet de faire monter un petit peu la chaleur. Ça évite d'avoir juste une pointe chaude. Ça nous permet d'avoir un peu plus de surface. D'homogénéiser, enfin. Exactement. D'accord. On laisse diffuser la chaleur. Donc là, on commence à arriver à des températures intéressantes. Là, on vient de passer les 900, je pense. Et ben là, on va pouvoir commencer à y aller. Donc détendu. T'es droitier ou gaucher, toi? Droitier. Droitier. Alors juste, toujours ta tête légèrement sur la gauche. Faut faire attention. Ok. Pourquoi? Parce qu'un mauvais retour de marteau, c'est lui qui gagne. Ah oui, boum, boum. Ah, il gagne toujours. J'imagine, Ah bah, on va pas... tu verras plus grand chose après. Hein, ça sera... Le borgne qu'on m'appellera. Ah bah ça sera tout noir. On va éviter quand même. Hein. T'es prêt? Ok. Donc tu prends la barre, Ouais. tu viens ici. Pour l'instant, pas de consigne. Le but c'est que tu découvres la sensation, la matière, comment ça se déplace. Donc là, j'y vais. C'est dur, hein. Top. Là, ça devient Donc tu sais ce qu'on dit, hein, première expression de forge de la journée. Il y en aura d'autres. Faut battre le fer tant qu'il est. encore chaud. Exactement. Donc, t'en penses quoi déjà? Sensation, c'est beaucoup moins malléable que ce que je pensais. Là, c'est que du fer. Je m'attendais à du beurre, tu vois. Là, c'est plus mou. Là, c'est du très tranquille. Après, c'est une technique, c'est une façon de taper. Ouais. Tu as un bon forgeron, par exemple, pour une pointe, c'est une seule chauffe. Et le but, c'est de déplacer la matière d'une façon. On va travailler sur deux faces. Et surtout, ça nous permet de garder une chaleur constante, d'emmener la chaleur petit à petit. On part de l'arrière et on l'envoie vers l'avant. Tu vois, sur une pointe, par exemple, ça nous permet de déplacer la chaleur vers l'avant pour que la chaleur dure plus longtemps. C'est un peu comme le principe de micro-ondes presque. Je mets des grosses guillemets là-dessus. Ou pour chauffer un micro-ondes, en gros, c'est déplacement moléculaire et ainsi de suite. Ouais. C'est que tu peux faire un feu, petite technique de survie, tiens. Tu peux faire un feu avec juste un clou et un marteau. Tu prends un clou, tu prends un marteau, tu tapes très vite sur deux faces, non-stop, très très vite. Ça se met à chauffer. Au bout d'un moment, c'est tellement chaud que tu poses un papier dessus, ça prend feu. On le voit, tu prends un bout de fer, tu le plies, tu vois, ça chauffe au bout d'un moment. Là, tu le vois aussi, tu as la calamine. Donc c'est cette fameuse oxydation. La calamine. Okay. Calamine. Donc on voit oxydation de surface permanente. Ouais. À mon tour. Maintenant, voilà, t'as plein de vidéos, plein de trucs, tout le monde est forgeron comme ça, là, en regardant une vidéo. Comme j'arrête pas de dire, c'est l'effet Top Chef, quoi. Les gens regardent une émission, ils sont tous cuisiniers, quoi. Donc maintenant, on a des forgerons partout. Le problème de ça, c'est que petit à petit, il y a plein de savoirs qui sont pas transmis, on perd beaucoup de choses. Et c'est ça qui est malheureux. Donc je conseille toujours, si vraiment des gens veulent devenir forgerons,
C'est bien beau de regarder des tutos sur internet, ainsi de suite, mais il faut passer des diplômes, il faut passer chez des vrais pros. Il ne faut pas perdre tout ce savoir, c'est important. Surtout qu'en France, on a un très bon patrimoine artisanal, on a la chance aussi d'avoir les compagnons par exemple, où vraiment il y a un vrai savoir qui est transmis, des traditions, un savoir-faire qui est vraiment ancestral, qui n'a pas être perdu. Et ils ont la chance aussi d'avoir une formation en forge, en ferronnerie. Donc tous les jeunes qui veulent se lancer dans la forge, tentez les compagnons, il faut y aller. Puis tous les travaux manuels comme ça, il y a toujours du boulot, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, bien sûr. Ça sera toujours recherché. Comment tu t'es senti genre la première fois où vraiment tu as commencé à travailler l'acier ou le fer, où vraiment tu as commencé fascinant quand tu débutes, au début c'est très compliqué, c'est très physique, c'est sport, il faut que la main se fasse, le cerveau se fasse, ce fameux suivi, ce chemin neuronal du cerveau jusqu'au marteau, voilà exactement, il y a tout ça à gérer. Et après quand tu commences vraiment à maîtriser la matière, quand tu sens que tu en fais ce que tu veux de plus en plus, tu vois que la matière aussi s'adapte, se déplace plus facilement, parce que tu la contrains pas, tu l'accompagnes, tu l'envoies, tu la déplaces. Au final, c'est une communion qui se fait avec la matière. Ouais. C'est un peu imagé comme ça et un peu enjolivé, mais c'est vraiment ça. Force pas une matière comme ça. C'est fascinant. Bah, c'est magique, hein. Ça peut être liquide, ça peut être excessivement dur, ça peut être en fusion, ça peut être très chaud et jaune pétant. Ouais. C'est complètement dingue comme matière. Donc le but, c'est vraiment d'être détendu, posé, laisser faire, on accompagne. Rappel de Karate Kid ? Montez. Descendre. Le pinceau, Ouais, c'est un peu ça à la forge. Faut être, tu vois, le plus souple possible. Tu crées un rebond, tu utilises ce rebond. Tu vois, je force pas. Et le marteau, regarde, je le tiens à peine. En fait, tu te fatigues quasiment pas en plus en faisant ça. Exactement. On va donc faire une volute. La volute, on voit souvent ça en ferronnerie d'armes. C'est un système d'escargot. Donc c'est souvent fait avec des gabarits, forcément pour des pièces de ferronnerie. Là, on va essayer de faire une petite volute, mais directement au marteau. Donc avec des techniques très particulières pour avoir une volute nickel. Déjà, volute, on est sur un système de nombre d'or, où on est sur un système d'enroulement, où on voit qu'on est sur 4 quarts. On va enrouler une petite partie, et la partie d'après, on prend la moitié, enfin on prend la partie d'avant et on rajoute sa moitié. 2 tiers, 1 tiers. Et sur chaque quart, on va fonctionner comme ça. Donc là, c'est bien, mais c'est la théorie. Maintenant, il faut arriver à faire la pratique. Donc on a pris une petite barre de fer. Je vais chauffer, je vais déjà étirer une pointe. Ensuite, on va la rendre ronde. Et ensuite, on va enchaîner la volute. Et vous allez voir, c'est très technique. Donc là, on a emmené la pointe. Ouais. Ouais, tu fais ça bien pointu, quoi. En une chauffe. Maintenant, je vais casser les arêtes, parce que pour forger rond, on ne peut pas faire un rond directement. Il faut d'abord casser les arêtes pour passer en octogone, et ensuite on cassera les arêtes de l'octogone pour pouvoir arrondir la barre. C'est comme ça qu'on passe d'un carré à un rond. Là, je casse les arêtes ici. Et une fois que j'ai cassé les arêtes, je tourne. Et donc, on passe au rond. Magnifique. Donc maintenant, la volute, c'est là où il va falloir enchaîner toute la matière. Je vais couper un petit peu le bout parce qu'on est un petit peu trop fin pour le départ de volute. Pour que le reste suive bien. Donc là, qu'est-ce que tu vas utiliser? Le trancher ou tranche à chaud. C'est coupé. Je pousse juste vite fait. On est sur du fer, on peut se permettre de taper un peu à froid. C'est pas bien grave. Et donc maintenant, je vais chauffer pour faire le départ de la volute. Le but, c'est d'être tout le temps bien chaud pour que l'enroulement se fasse bien. Forcément, si tu as des parties plus froides, ça fera des cassures dans la volute. Impressionnant, cette histoire. Donc là, on vient ici. Je vais juste déplacer une petite pointe vers le bas. Je retourne, j'enroule vers moi. Tu vas accrocher. Et ensuite, je resserre ici. Et maintenant, le but, ça va être de prendre la partie qu'on vient de prendre et d'enchaîner la suite. Là, je prends un peu plus loin. Je descends. Je ramène, j'enroule. Et je resserre ici. Et on continue.
On lift. Waouh. Ça va vraiment une petite queue en tire-bouchon. Ah, ça commence à être joli. C'est beau, c'est déjà très très joli. On voit que notre volute est comme ça. Comment on pourrait faire pour centrer la volute par rapport à la barre sans abîmer la volute? Est-ce que tu as une idée? Oui, c'est vrai qu'elle est un peu décalée sur un côté. Voilà, elle est décalée sur un côté. Ouais. Comment on pourrait centrer, tu vois, que le centre de la volute soit au centre de la barre? Comment on pourrait faire ça? On va bien chauffer le tout, enfin surtout la partie là. Je vais refroidir la volute en elle-même et je vais faire une frappe particulière qui va déplacer toute la volute pour qu'elle soit centrée. En une seule fois. Donc là on est bien chaud. Je vais protéger la volute en trempant la volute dans l'eau. Comme ça elle ne bouge plus. Et simplement je vais venir ici et je vais juste faire ça. Et là on a une crosse d'évêque. La volute est centrée par rapport au reste. Ah oui, d'accord, en fait je voyais pas le truc comme ça, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un désaxage. Là par contre tu peux le mettre dans l'eau. Ça met dans l'eau. Fais comme dans les films, ça. Allez. Non pas là, ça c'est de l'huile. Ah, ça va faire boum. Oh. Magnifique. Ouais, ça prend tout de suite la couleur qu'on connaît. Magnifique. Et là, c'est encore très très chaud, j'imagine. Oui, tout à fait. Fais attention. C'est dingue. L'histoire de la forge, je dirais qu'elle est complètement fondamentale en fait. On le voit quand t'es à l'école, l'histoire humaine est régie par ça. L'âge du cuivre, du bronze, du fer et ainsi de suite. Les courses technologiques, tout tournait autour de la forge. À l'époque, les courses technologiques, c'était ça. À l'époque, tu avais des enlèvements de forgerons. Tu vois, quand tu as un forgeron qui trouvait une technique de dingue. C'était une compétence rare et C'était utile. exactement. Les autres armées, les autres chefs militaires disaient mais il faut absolument cet acier, il est complètement dingue. Tu vois, dans un royaume, par exemple, le forgeron, si t'as pas de forgeron, pas d'outils, pas d'armes, tu fais rien en fait. Le seigneur du truc, il est... Ah ouais, tu conquiers pas, tu sais pas te défendre, t'es en PLS. Ah oui, complètement, c'est fondamental. Tout ce qui est acier sandwich, on appelle ça du Damas, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on devrait l'appeler. Ce qui se faisait à l'époque de Damas, c'était ce qu'on appelait le Woods. C'était de l'acier de creuset en fait. C'était de l'acier qui était vraiment porté à fusion. On rajoutait du carbone par l'ajout de charbon, végétaux, des choses comme ça. Le carbone était récupéré durant la fusion et à la fin c'était un espèce de lingot avec un acier très 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 dur. C'est ce qu'on appelle le Woods. C'est très compliqué à forger, c'est très très dur. Il y a une plage de température très particulière aussi. Et ce qu'on appelle maintenant partout Damas, le Damascus et ainsi de suite, au final, il faudrait plutôt appeler ça l'acier sandwich, parce que là on est vraiment sur un millefeuille d'acier qu'on va souder ensemble, étirer et replier plusieurs fois. C'est un acier composite, où on va utiliser un acier très dur qui va faire le tranchant et la dureté, et un acier tendre qui va faire la souplesse et la résilience pour éviter que ça casse. À l'heure actuelle, vivre que de la coutellerie en France, maintenant c'est pratiquement mission impossible, hein, c'est très compliqué. Donc on est toujours obligé de faire des choses à côté, type ferronnerie. Moi ce qui marche très bien chez moi, ça va être les formations. Okay. D'initiation à la forge, où les gens ils passent une journée avec moi pour forger, pour avoir une initiation complète avec moi et tenter de forger leur propre lame. Le but c'est voilà, de déplacer, comprendre la matière, comment ça bouge, et puis de mettre un petit coup de main à la pâte quoi. Donc c'est vrai que depuis quelques mois on le sent, hein, on le voit partout, l'artisanat c'est très compliqué en ce moment, il faut être clair là-dessus. Très compliqué, c'est de plus en plus compliqué, les charges augmentent, les prix des matériaux j'en parle pas, le charbon, l'acier, les gens ils ont de moins en moins de sous aussi, forcément, tout le monde galère. Donc on voit que, déjà on le voit, il y a une méga alerte en ce moment, c'est les boulangers, on voit qu'ils sont en train de sombrer petit à petit. Ouais, c'est symbolique, c'est symbolique. C'est très symbolique, si déjà que tu vois les boulangers commencent à partir en live, imagine le reste quoi. Donc, après ce que je me dis, est-ce que l'artisanat va pas finir chez certaines grandes marques? Tout le monde va finir chez Amazon. Ouais. il y aura les forges Amazon. Non, ce serait triste. Ouais, non, faut pas perdre tout ce savoir-faire. Pour moi, ça devrait être protégé par l'État. Tu vois, des métiers patrimoniaux comme l'artisanat, tu vois. Il devrait y avoir des grosses réductions d'impôts. Ça devrait pas être autant taxé. Parce que sinon, ça va se perdre en fait. Comment tu convaincs un jeune aujourd'hui qui veut se lancer là-dedans, tu vois? Ah bah les jeunes en France c'est compliqué. Hein. On a basculé dans un autre monde en fait. Eux, leur modèle, ça va être TikTok, les influenceurs.
tout ce qui va là-dessus, ouais. c'est devenu leur business, enfin leur modèle. Encore heureux, on a toujours des jeunes bien éduqués, et ainsi de suite. Bien sûr. Qu'on ce goût de l'artisanat, ça revient aussi. Ouais, Mais c'est compliqué de se lancer. Là, dire à un jeune, lance-toi tout de suite comme ça à ton compte. Ouais, c'est facile à dire. Ah, bonne chance, bonne chance. Toi, le lancement, ça a été parce que tu as eu un petit peu d'exposition médiatique, Ouais, tu as fait 2-3 émissions. J'ai eu la chance de faire plusieurs émissions télé, j'ai eu la chance d'être sur M6 pendant un petit moment. Et ça t'a quand même apporté Ah oui, tout à fait. des clients. Les émissions après, ça passe dans les dom-toms et choses comme ça. Donc d'un coup, j'avais des commandes qui venaient de Nouvelle-Calédonie par exemple, parce que Ah ouais, les d'accord. émissions étaient d'un coup diffusées sur OTV et compagnie, donc c'est cool. On dit bonjour d'ailleurs à tout l'outre-mer, les dom-toms, on pense On pas dit ça. bonjour à l'outre-mer, on vous aime. Je sais même pas s'il y a un seul spectateur d'outre-mer, mais s'il est là, qu'il se manifeste Exactement, faut On leur vous dire aime. bonjour. très fort. Ils sont notre patrimoine aussi. Bien sûr. C'est très physique, faut être clair que sur le long terme. Moi, ça fait des années que je fais ça. Tu vois, quand t'es jeune, ça va, mais sur le long terme, tu prends cher, faut encaisser. Nous, en forge, on dit souvent qu'à la fin, on devient aveugle à force de regarder le feu, sourd à force de taper sur le marteau, marteau à force de taper sur le l'enclume, on perd des neurones. C'est la totale. Compliqué de lever les bras, beaucoup de soucis de dos. Là, le dos, il prend cher, faut vraiment faut faire gaffe. Et là, tu pars à la retraite à 70 ans. Et t'as un déséquilibre pardon, complet, faut être clair, tu tapes tout le temps d'un côté. Et forcément, j'ai un bras plus développé que l'autre. Ouais, bien Tu sûr. as toujours tout ce système où il faut compenser de l'autre, donc c'est particulier. Donc tu es sujet aux scolioses, des choses comme ça. Mais ça fait partie des choses que tu as déjà acceptées avant même de le faire, tu sais. C'est le prix à payer, c'est comme ça. Tu t'engages complètement, physiquement, mentalement. Ça fait partie de toi après. Un truc qui est sûr, c'est que moi, je ne manque pas de fer. Moi. Je suis pas mal. Ouais. Ah non, j'ai pas de carence en fer. T'as ta dose. Ah c'est oui, bon. je suis bien, ouais. Mais c'est des journées toujours passionnantes. C'est vrai que c'est... Donner naissance à une lame, c'est toujours très particulier. Ouais, c'est un peu comme un artiste, il laisse une partie de toi quand même. Exactement. Donc peut-être que dans 5000 ans, on retrouvera des lames avec le symbole du loup dessus. Tu vois, Ouais. les gens se diront, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc non, énorme. voilà, ça peut être rigolo. Maintenant, on va passer à l'acier. Ah, ça va beaucoup moins bouger. Ah ouais. Et on monte moins haut en température. Parce que après, si tu montes plus, c'est quoi? C'est plus cassant? On perd du carbone. C'est dommage de perdre du carbone. Là, on en a besoin en coutellerie pour la coupe, l'efficacité de la coupe, du tranchant. Merci. La France te regarde. Bonne chance. On va voir ce que je peux faire. Hein. Top. Tu vois, ça bouge pas pareil. Ça bouge pas beaucoup. Hein. Alors maintenant, tu vas essayer de détendre un peu plus le bras. Exactement, c'est mieux. Contre-force à plat. Voilà. Excalibur arrive, ça met un peu plus de temps que prévu. Et là, tu vois, ça bouge tout seul. On y va tranquille, on contreforme pour remettre dans l'axe. Là, je suis déjà presque trop froid, parce que c'était pour montrer, je suis pas assez monté en température. Mais tu vois, on est détendu. Comment tu t'y prends pour fixer un manche sur une lame? Comment tu fabriques le manche? Est-ce que c'est Ah bah il y toi a différents systèmes. On va avoir différents types. Par exemple, on aura les soies traversantes, où là, c'est un peu comme les pucos finlandais, hein, les couteaux du Nord. Donc la soie Qu'est-ce que tu appelles la soie? La soie, c'est la partie là en fait qui va rentrer Dans le manche. dans le manche. D'accord. Là, tu vois, on a des plats de semelle par exemple, où là, ça sera percé ici. D'accord. Et en gros, là, c'est des plaquettes qu'on va mettre de chaque côté. D'accord, qui seront quoi? Ils sont fixés par un... C'est ça, par des rivets. Des rivets, ouais. Soit c'est que rivet, donc là, on fait vraiment un travail de rivetage. Ok. Soit c'est rivé mais collé à l'intérieur avec de l'époxy. Là ça bouge pas du tout et en plus l'avantage ça te permet d'avoir les rivets à fleurs, ce qui fait un effet toujours plutôt sympa. La soie va être solide si c'est bien fixé, si c'est bien géré. Tu prends par exemple les couteaux de chef japonais, souvent couteau japonais de cuisine c'est de la soie traversante. C'est le fameux mancheron là tu vois, la soie rentre dedans. Ouais, tu vois. Couteau bushcraft et ainsi de suite, vaut mieux en plat de semelle. Ça va permettre de plus encaisser. Tu as vraiment une grosse partie dans la main qui permet bien encaisser aussi les chocs, d'absorber les vibrations. Si tu as besoin de taper, faire du bâtonnage par exemple, c'est toujours mieux. Puis après, on est à l'heure de la coutellerie moderne, donc c'est vraiment toujours, surtout sur l'esthétisme. Il y a beaucoup de collectionneurs de couteaux, ils vont pas du tout s'en servir. C'est juste vraiment pour la collection, les voir, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'amateurs en coutellerie à l'heure actuelle.
Comment tu lances un couteau? Tout est dans l'esprit. Non, je plaisante. Faut bien se positionner, faut être stable. Ma technique à moi, pour la technique spin, on va dire avec tour, en gros, c'est pas comme une prise marteau, beaucoup lancent son marteau. Moi, c'est plutôt lancer militaire. Donc, on va venir chercher l'équilibre à peu près, bien se caler. D'accord. On évite de mettre les doigts ici, parce que nous, dans l'armée, on part du principe que c'est tranchant. Et simplement, on va partir, c'est un espèce d'arc de cercle, où on va laisser s'échapper le couteau. La lame va partir et notre bras continue. Et après, quand tu as le geste, la gestuelle, tu es là, tu visualises, et boum, ça part tout seul. Ok. Mais du coup, là, avec cette technique, tu es obligé de regarder à peu près où tu es de ton adversaire pour voir si ça fait pas un demi-tour de plus ou de moins. C'est ça. Là, c'est la technique spin. Donc là, c'est vraiment, il faut savoir où t'en es. En fonction des distances, en fonction de comment tu lances, chaque personne lance différemment. Et après, tu as une autre technique, c'est le no spin. Où là, en fait, le pieu de Dracula. Quoi. Exactement. Là, le but, c'est d'éviter qu'il y ait des tours, en fait. Il faut surtout pas que ça tourne. Il faut l'empêcher de tourner, ce qui te permet, quelle que soit la distance, c'est du lancer instinctif. Au final, tu n'as pas besoin de gérer de distance. Il faut juste l'empêcher de tourner comme il faut pour qu'il arrive à planter. Donc là, il ne va pas tourner. On va la refaire. De toute façon, on a toute la journée. Ah, voilà. Bien joué, bien vu. Et bah, à toi. En fait, tu vois, je suis le genre de lanceur. Plus je suis loin, Mieux c'est. mieux c'est, ouais, mieux je réussis, tu vois. J'ai pas lancé de dehors non plus, ce sera suffisant pour le spectacle. Oui. Vous êtes prêts à être impressionnés? Ah, moi, je suis en ébullition, là. T'es en ébullition? Moi, je m'attends à tout, là. Je suis prêt à courir. Pas mal. La grosse chatte. La grosse chatte. 2 pigeons, 3 canards. Et ça spinait. Le spin, on est pas mal. Le spin, on est pas mal, mais le no spin avec le pieu là, c'est. Putain, moi aussi, je vais faire lancer lointain. Ouais. C'est pour défendre l'honneur de la force. Pour être bien. Oh, ouais. Là, t'as visé les couilles, quoi. Visé un peu bas, mais on est bien. Il reviendra plus. Tu fais jamais comme dans le meilleur forgeron où une fois que t'as forgé un couteau ou une épée, tu prends un cochon et. Ça, c'est de la télé, ça. Et on laisse les cochons tranquilles, sauf si c'est pour les mettre là, mais c'est tout, quoi. On joue pas avec la nourriture. On joue pas avec la nourriture. Ou on la mange après. Exactement. C'est difficile d'en vivre pour toi aujourd'hui, on va dire, convenablement, enfin autant que tu voudrais. Donc du coup, qu'est-ce que tu envisages après si jamais la situation elle continue, quoi? On verra bien. Pour l'instant, je continue. Après, Advienne que l'avenir nous le pourra. dira. C'est exactement ça. Forge qui peut. Ça sera mon mot de la fin. Forge qui peut. Forge qui peut. Bah, écoute, ça me va, c'est beau, T'as vu? Pas mal. impeccable. Et ben en tout cas, encore merci à toi, Julien. C'était grave cool. Et puis, À très bientôt. Et puis ouais, à très bientôt, on va se revoir. Mais carrément. Avec grand plaisir.